Voyons voir, où est donc ce fameux téléviseur dont tout le monde me parle? On va chercher un petit peu. Ah, un indice. Je pense que je suis devant. Je suis pas sûr, on va voir ça tout de suite. Est-ce que je suis devant la bestiole? Oh my God! Ouh, ça fait peur, hein? C'est pour vous faire marrer comme ça le dimanche, la vidéo du dimanche. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World. Je suis heureux, mais là, cette fois-ci c'est encore plus heureux que heureux. C'est le high level de la joie de vous proposer le test du téléviseur Samsung S95F. Alors normalement, quand je débute mes tests de télé, je suis là devant un téléviseur qui est parfaitement en route, avec une image derrière et tout. Je suis là, regardez, look at the product, look at the image. Tandis que là, je débute la vidéo sans rien, avec un téléviseur entièrement éteint. Pourquoi? Pour vous montrer l'efficacité de l'anti-reflet de ce téléviseur. Devant moi, j'ai 3 rampes d'éclairage. 1, 2, 3, plus lumière du jour. Je peux vous garantir que par rapport à ce qui se prend dans la tête, la réflexion, elle est complètement annihilée. Alors, on attaque dans le vif du sujet. C'est la 2e génération de téléviseurs QD OLED avec une dalle anti-reflet de ce type. Rappelez-vous, au CES 2024, j'ai découvert pour la première fois qu'on pouvait avoir un vrai filtre anti-reflet sur un téléviseur OLED. C'est parti, regardez la tête que je fais. Oh la vache, on se voit dedans. Donc ça, c'est celui qu'on a testé, qu'on trouvait vachement bien. Oh là, ah bah ouais, je me vois dedans. Et là, c'est comme une dalle qui est comme The Frame. C'est délirant. Alors, sans aucune surprise, évidemment, 2025, Samsung annonce une évolution de son fameux S95D, qui est d'ailleurs un des téléviseurs les plus populaires qui soit en France et une des meilleures audiences de la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup, j'étais très surpris. En effet, ça vous plaît. Alors, l'évolution est là. Donc le S95F, et Samsung a dit ah, PPG, on a encore fait mieux que l'année dernière, il y a encore plus de lumière, de couleurs, de machin. Je suis du coup allé chez Samsung Display, aller voir le comparatif entre l'ancien, le D et le F, et regardez un peu les images à l'écran. Ils annoncent oui, de toute façon, on a pété tous les scores, on vérifiera ça tout à l'heure justement avec Sylvain. Donc voici le S95F, qui est donc un produit qui dispose de cette fameuse dalle anti-reflet qui n'existe que chez Samsung. En effet, quand je teste des produits, que ce soit de l'OLED, du mini LED ou même des QD OLED qui ne sont pas Samsung, il n'y a jamais ce type d'anti-reflet. Donc bienvenue dans le test avec une intro qui fait 2 ans comme toujours. Alors au menu, un descriptif intégral. Vous allez tout savoir sur le produit de façon claire et accessible à tous. Je veux un test qui soit vraiment super accessible pour tout le monde. On va parler du boîtier, de la connectique, de ce qu'il sait faire, du gaming, de l'épaisseur, de l'audio. Tout va y passer. Après, résultat sur le terrain, j'ai déjà passé 10 jours sur le produit, donc je vais vous dire ce que j'en pense, comme ça avec des mots très transparents de ce que j'ai vécu. Après, on ira voir la personne importante de ce test, on ira voir Sylvain, qui va tout nous dire sur les mesures du produit, parce qu'il y a des trucs que je peux plus à un moment donné trop savoir au niveau de mon œil, s'il y a des écarts de 5%, un truc comme ça, je peux pas le savoir. Mais là, a priori, c'est... Oh là 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 là. Après Sylvain, il y aura la séquence des plus et des moins. Dans cette séquence, vous aurez une sorte de résumé de ce test dans lequel j'ajoute des choses. Parce que j'aime ça. J'aime m'amuser, c'est beau. Et on fera une petite conclusion avec un comparatif avec les modèles concurrents. En fin de compte, il n'y en a pas. Oh, je refais la phrase. On fera un comparatif avec les modèles concurrents. Et une petite conclusion comme ça pour s'amuser. Merci d'être là. On attaque. Tout est chapitré. Vous pouvez passer d'un chapitre à l'autre. C'est parti pour la grande aventure du S95F. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Avant qu'on attaque, pendant que ce monsieur a mis son anti-marquage en route, il y a un truc qui m'a vraiment surpris. L'année dernière, Samsung a proposé son premier téléviseur QD OLED avec ce type de dalle anti-reflet. Je me suis dit, les autres vont essayer de concurrencer ça. Donc les LG, Sony, machin, truc, tout le monde s'est dit, tiens, on va essayer de le faire en OLED ou bien en LCD. Eh bien, visiblement, à part une tentative de TCL dont vous avez la vidéo sur la chaîne avec un Next Frame, globalement, les autres marques n'ont pas présenté au CES de Las Vegas un modèle concurrentiel à celui-ci. Je n'ai vu aucun téléviseur OLED ou QD OLED qui avait ce type de dalle à Las Vegas. Je me suis dit, mais c'est dingue, c'est la voie royale, donc l'autoroute du bonheur pour Samsung, qui est donc le seul fabricant à ce jour à proposer un téléviseur qui serait donc OLED ou QD OLED avec ce type de dalle. Ce modèle, comme le S95D, sont donc des modèles uniques au monde de ce point de vue-là. Et que les surprises commencent. Voici donc la gamme S95F pour donc 2025 et début 2026. Il y a plusieurs
modèles, plusieurs diagonales. Les diagonales sont les suivantes: 55, 65, 77 pouces. Ça, c'est pour les modèles qui ont une dalle QD OLED. Par contre, il y a un 83 pouces, donc un Big One qui traîne dans le tas, mais qui n'est pas QD OLED, c'est un 83 pouces OLED classique avec une dalle White OLED signée LG. Concernant les tarifs, il faut savoir que cette vidéo a été tournée aux environs du 14 mars, donc on n'avait pas tous les tarifs définitifs. Donc je vous donne une petite fourchette de prix. Fourchette, hein, en France les prix sont libres. Hein. Donc a priori, le 55 pouces sera vendu entre 2899 et 3199 euros. Le 65 pouces serait vendu entre 3699 et 3999 euros. C'est cher. Pour donc le modèle 65 pouces, 77 pouces, je n'ai pas de tarif définitif parce que à mon avis ça va taper les 5000 euros, et le 83 pouces n'est pas un QD OLED, j'ai pas de tarif non plus. Donc déjà on peut le dire les yeux dans dans la caméra, les yeux vers l'espace, que c'est vraiment le haut du panier du haut de gamme de chez Samsung, c'est leur vitrine. Là, le produit testé, c'est le 65 pouces. Il y a un truc important, c'est que le S95D, malgré son tarif, c'était un des produits les plus vendus également en Europe, alors que c'est un produit haut de gamme, qu'on dit un peu voilà élitiste et autres, mais c'est tellement novateur d'avoir comme ça un téléviseur qui est donc OLED, QD OLED, avec ce type de revêtement, que les gens ont été séduits. Il y a en même temps une part de peur, on va y revenir tout à l'heure, parce que ça peut faire peur, une dalle qui peut avoir l'air mat. Donc ça va être un des sujets de conversation de cette vidéo, vous n'allez pas regretter votre soirée. Hein. Allez, on continue. J'ai plus mon texte, de toute façon. Au revoir, le texte. Go! On part en immersion. C'est mon truc favori. Alors, ce téléviseur, comment qu'il est beau, ce téléviseur. Mais attention, il y a des facéties. C'est un téléviseur qui est super extra fin. Le voici, le voilà. Regardez, uniquement 8 mm d'épaisseur. Tout compris, je suis là. Tout compris. Pourquoi? Bah, la botte secrète, elle est là. Regardez. Le boîtier One Connect. Donc ce boîtier est externe, il contient l'électronique, il contient la connectique, il est relié au téléviseur avec un câble unique qui alimente la dalle. Il y a deux câbles possibles, un câble court dans le cas où on veut placer le boîtier ici. Ah, vous le plaquez là, comme ça on ne le voit pas, donc câble court qui arrive là. Dans le cas où vous vous dites, bah, de toute façon, moi j'ai envie de mettre le boîtier pas très près du téléviseur, vous avez un autre câble de 2,40 m. Et j'ai un truc à vous dire concernant ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, pourquoi est-ce que Samsung et les autres marques ne font pas en effet à chaque fois des boîtiers externes? C'est mieux parce que du coup, les dalles sont plus élégantes, c'est plus fin, c'est sympa d'avoir la connectique plus loin. Alors je vais vous dire une chose, le problème de ça, c'est que c'est magnifique. C'est sublime, formidable, mais ça coûte une blinde à faire. C'est-à-dire, comme ça coûte une blinde, ça alourdit le prix du téléviseur. C'est-à-dire que tout le monde dit oui, alors les téléviseurs sont chers, vous vous rendez compte, ces modèles sont incroyables, mais c'est onéreux. Bah, onéreux pourquoi? Parce que d'abord là-dessus c'est du QD OLED, nouvelle génération, ce filtre, l'électronique, le boîtier externe, vous allez voir les caractéristiques, c'est pas rien. S'ils avaient mis directement l'électronique et la connectique sur la dalle, le produit aurait coûté peut-être 500 ou 600 euros de moins, il aurait été épais de 4 cm, tandis que là, le produit fait uniquement 8 mm. 8 mm avec les haut-parleurs. Là, vous avez un encadrement de 5 mm uniquement. La dalle est superbe, c'est superbement élégant et en plus, on peut l'accrocher au mur, hein, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle une fixation VESA en 300 par 400 qui doit traîner par là. Donc, soit au mur, soit comme ça sur un pied. En plus, le pied est très sympa, il est très facile à monter. Par contre, messieurs, dames, il faut que je vous le dise, la hauteur est imposée. Il n'y a pas plusieurs hauteurs possibles en disant tiens, j'ai une barre de son. Mais oui, tu as une barre de son, mais là, ça fait 6,5 cm et ça ne peut pas bouger en hauteur. Secondo, un autre truc, vous allez voir comme il est mauvais le garçon. Ah, franchement, ce PP World, c'est pas possible. Bah, c'est pas rotatif non plus. Donc il y a des trucs quand même. Hein. Vous voyez un peu les plus et les moins arrivés. Mais comme c'est pas beau. On va parler maintenant du produit façon technique. Je vais faire le plus simple et le plus accessible possible à tous. Donc ce téléviseur est un modèle QD OLED. QD OLED, c'est l'OLED avec les Quantum Dots, donc les points quantiques, les filtres de couleurs, selon Samsung. C'est pas le premier modèle, il y en a eu d'autres, mais là, c'est la nouvelle génération de dalles. Comment fonctionne le QD OLED par rapport à la dalle classique, on va dire, de chez LG? C'est tout simple. Voici donc le système qu'on appelle White OLED. Il y a une source d'illumination qui est donc du blanc, ici qu'on fabrique en prenant du bleu, du blanc, et voilà. Ça, c'est la source d'illumination. On envoie faire des filtres RVB et blanc. Et il y a une grille par-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle bottom emission, c'est-à-dire que l'image vient du fond de la dalle, si je peux dire. Voilà, je sais pas comment, du fond de la dalle. Tandis que le QD OLED, donc QD display,
c'est une image qui vient être collée à la dalle. Pourquoi? Émission bleue vers une couche de filtres quantum dots, donc les filtres quantiques qui vont sublimer les couleurs. Donc le bleu va être sublimé en rouge, le bleu va le sublimer en vert et le bleu, il va faire bleu encore en mieux. L'avantage du QD OLED, c'est qu'on a une colorimétrie beaucoup plus large. Ça c'est clair puisqu'on utilise des points quantiques, donc des filtres qui subliment les couleurs. Autre avantage, on n'a plus cette grille qui est ici, donc on rapproche l'image de l'écran. Si je veux dire, si on prend de profil, ici le mec, on prend de profil, on peut dire qu'avec le QD OLED, l'image est collée ici. Il n'y a pas de filtre devant, il n'y a pas la grille qu'on a avec l'OLED dit classique, hein, RVB. Donc du coup, on a des performances différentes dans l'angle de vision, luminosité, parce qu'il y a un frein de moins, et la colorimétrie. Il faut savoir que ça correspond à ce que LG appelle le White OLED. Il n'y a pas que ça chez LG, il y a également le MLA qui a été récemment abandonné en faveur du tandem RVB, qui est le concurrent du QD OLED. C'est pour ça qu'on attend le test du G5 parce que c'est concurrent du Quantum Dots. Donc pour le moment, vous voyez, le truc c'est qu'à la base, sur le papier, en colorimétrie, on a toujours trouvé, Sylvain et moi, que la colorimétrie du QD OLED était évidemment meilleure que celle de l'OLED classique. Ça, on en reparle dans quelques semaines après avoir testé le G5. C'est de toute beauté. Le S4... Ah bah ça y est, le S95F de Samsung dispose d'une dalle Ultra HD 4K, donc la nouvelle génération de dalles QD OLED avec donc un nouveau revêtement qu'on va appeler le Super Glare 2.0, tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Faut que je vous parle de quelque chose. Officiellement, ce téléviseur est annoncé comme étant compatible avec les sources en 165 Hz. L'année dernière, c'était 144 Hz, maintenant c'est 165 Hz. Bref, pour que vous sachiez, si vous ne savez pas trop ce que c'est, les consoles, ici, je ne sais pas si vous les voyez dans le champ, les consoles actuelles sont compatibles 120 Hz. Donc si vous branchez un PC sur le produit, l'électronique est capable de comprendre le 165 Hz. Par contre, la dalle est 120 Hz. Ça fait que vous avez une sorte de conversion, de manipulation numérique pour afficher quelque chose. Voilà. Il y a des marques qui ont des vraies dalles 144 Hz, par exemple. TCL a des vraies dalles 144 Hz. Et là, c'est du 120 Hz. C'est, entre guillemets, c'est intéressant de le savoir, mais c'est un détail dans le sens où la plupart des gens qui utiliseront ce produit vont le faire avec des sources télé, avec du streaming, du Blu-ray, des consoles dites traditionnelles. Mais il est important de savoir que quand même, d'une façon électronique, on peut accepter des signaux qui vont plus loin que le 120 Hz. Voilà. Alors, il faut savoir que derrière une dalle, comme je dis à chaque fois, avec bonheur, j'entends, il faut toujours une électronique. Vous savez, tout ça, ça se remue un petit peu. Alors, il y en a une partie ici, il y a un asservissement là, de tous les côtés. Là, cette fois-ci, il y a encore un nouveau processeur, enfin, c'est le même, d'une autre génération chez Samsung, qui s'appelle le NQ4 AI génération 3. Alors, il est surdopé à l'intelligence artificielle. On rappellera, parce que j'aime beaucoup le faire, que pour moi, c'est un algorithme entraîné, génératif, qui va très très loin. Tout est fait pour être dans une sorte d'écosystème chez Samsung. Entre les smartphones comme le S25 Ultra qui est bourré d'IA, ce type de produit et toutes les facéties autour de l'IA, on sent qu'il pousse à fond. Alors en bonus dans cette vidéo, vous verrez ce que peut faire le téléviseur côté IA. Mais déjà, il y a un truc qui est important, c'est que vous allez voir un menu tout à l'heure. Le menu propulsé par Tizen OS, le fameux Tizen OS qui a été relooké, hein. Je sais pas pour les télécommandes. Le mec il s'en va carrément. Moi j'y vais, je suis presque en live. Alors, le Tizen OS a été entièrement relooké. C'est plus joli que jamais. Il y a plein d'indications magnifiques. Et vous verrez tout à l'heure toutes les possibilités proposées par Tizen OS, notamment pour régler l'image, régler le son et toutes les facéties. Avant qu'on passe à toutes les démos de ce qui est possible avec donc le menu Tizen OS sur ce téléviseur, sachez un truc. Vous avez, à mon avis, deux voies. Première voie, vous vous dites, je ne veux pas que l'IA mette son nez dans ce que je fais. C'est possible, vous avez le droit, c'est magnifique. Vous ne le voulez pas. Il faudra vite déconnecter le système. Quand vous activez ce mode IA, vous dites voilà, il va prendre la main. Une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions qui ne seront plus accessibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus accéder au mode filmmaker ou au mode cinéma parce que vous avez activé ça. Donc moi, je vous conseille, soit vous dites je l'active, dans ce cas-là, il va gérer l'image, soit vous désactivez et vous débrayez tout, et dans ce cas-là, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Donc c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Moi, je débraye parce que j'aime pas qu'on me force la main, mais libre à vous de dire, bah ok, tu t'occupes de tout. Ah, par contre, un truc important, avant d'envoyer tout ça, il faut se connecter à un compte Samsung. C'est-à-dire que le compte Samsung est peu ou prou impératif pour gérer tout ce qui est autour de Tizen. Ah non! Ah oui!
Maintenant, vous allez avoir un petit peu de musique et je vais vous envoyer directement tout ce que peut faire ce menu. Et vous me voyez de près comme ça avec les... Hein, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, maintenant on va parler un petit peu d'un truc qui fâche à chaque fois. Ce téléviseur est compatible HDR, classique, et HDR10+. Évidemment, il n'y a pas de Dolby Vision. Je rappelle, parce que c'est... Oh là là, je sais que vous souffrez comme moi. Vous souffrez, et vous avez raison. Je rappelle que Samsung a créé le HDR10+, pour ne pas avoir affaire à Dolby Vision, c'est-à-dire qu'ils ont en effet du Dolby Atmos et autres, mais ils veulent pas avoir affaire à Dolby Vision sur l'image. Donc ils ont créé le HDR10+. Je sais que tout le monde a toujours eu beaucoup d'espoir que Samsung cède. Oh oui, après tout, leurs clients vont leur demander du Dolby Vision. Oui, vous leur demandez du Dolby Vision. Mais Samsung pense, on a créé le HDR10+. Si jamais on met le Dolby Vision, ça veut dire qu'on aurait créé le HDR10+ pour rien du tout. On va donc, entre guillemets, courber les chines. Et j'ai pas l'impression que Samsung Electronics, donc les téléviseurs, aient envie de mettre du Dolby Vision parce que ça serait une sorte de sentiment d'échec pour eux de dire, bah nous on a créé un truc, mais on repart vers le Dolby Vision. Bah voilà, donc le truc c'est que pour le moment, à date, donc gamme 2025, il n'y a pas de Dolby Vision. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans les commentaires, moi je suis comme vous, je rêve que ce produit soit ouvert au monde, comme sont les produits TCL ou Hisense qui font tous les formats de HDR, mais eux, ils ne font pas de Dolby Vision. Par exemple, Sony ne fait pas du HDR10+, ça marche dans tous les sens, le monde entièrement ouvert, c'est pas encore pour tout de suite, donc ce produit est HDR et HDR10+. Le truc qui conforte Samsung, c'est qu'en ne faisant pas de Dolby Vision, ça ne pénalise pas ses ventes ni son aura. C'est-à-dire qu'ils sont numéro 1 depuis 19 ans dans le monde, et pour autant, ils font pas de Dolby Vision. Oh là là, mais on repart en immersion, parce que l'image, c'est bien joli, on va parler un petit peu de son maintenant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas acheter une barre de son ou un système, et qui font confiance en leur téléviseur, surtout à ce prix-là. Donc, alors, voici la bestiole. Vous imaginez bien le challenge de base. Regardez l'épaisseur du téléviseur. Il fait moins d'1 centimètre d'épaisseur avec l'audio à l'intérieur parce qu'il y a donc le boîtier externe qui n'est pas un caisson de grave, hein, il n'y a pas de son qui sort de ça. Donc challenge
pour Harman, qui a donc créé la section audio, ils ont quand même réussi, les gars, je sais pas comment ils ont fait, hein, du 4.2.2 avec 70 watts. 70 watts qui sortent de ça. Donc les HP sont ici pour le grave. Et vous avez des haut-parleurs sur le côté. Parce que vous avez donc du 4.2.2, donc vous avez du grave, ainsi que, hop, ici, et sur les côtés. L'idée de base, c'est ça. Alors, il faut savoir tout de suite, je vous mets à l'aise sur un point, le produit est compatible Dolby, c'est-à-dire tous les Dolby, il n'y a pas de DTS audio à bord. Pour le moment, je pense que Samsung, c'est pas prévu, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est Dolby va passer, Dolby Atmos, Dolby Digital, tout ça, et il n'y a pas non plus de mode IMAX, sachant que le mode IMAX est réservé aux téléviseurs qui ont le DTS, comme Sony a le mode IMAX. Il y a un mode qui s'appelle Object Tracking Sound et qui permet au téléviseur de vous envoyer un son par rapport à ce qui bouge à l'écran. Imaginez, vous avez une image, et ma main là, c'est une image d'un personnage. Oh là là, comme il est beau le personnage. S'il est ici, le son va être par là. S'il avance, il va mettre le son vers là. Et s'il avance, il va mettre le son par là. En fin de compte, c'est un processing qui permet de diriger le son par rapport à ce qui se passe à l'écran. Ce qui, moi, me choque, c'est que du coup, c'est le téléviseur qui choisit le son. Et puis quoi encore? Et ta sœur, si on part du principe que ça a été mixé par un ingénieur du son Dolby Atmos qui a lui-même choisi les mouvements sonores dans la pièce, le téléviseur n'a pas à venir derrière à dire tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire... Non. Voilà, alors faites ce que vous voulez de ce mode qui s'appelle donc Object Tracking Sound. Il y a également le mode Q Symphony en version 3.0. Alors le Q Symphony, c'est le mariage du téléviseur avec une barre de son. Ce qui pourrait ne pas être du luxe, hein, parce que, étant donné que le téléviseur, vous verrez tout à l'heure, côté audio, c'est, comment dire, il faut respirer un grand coup. Donc, il faut donc, à mon avis, lui associer une barre de son et le Q Symphony 3.0 qui ne fonctionne qu'avec des barres de son Samsung, attention, et avec certains modèles uniquement. Autre truc important, je monte du doigt, c'est mal poli, si vous avez une barre de son récente Samsung compatible Wi-Fi, vous pouvez donc associer le téléviseur à la barre de son pour avoir du Dolby Atmos en Wi-Fi. La suite, c'est la connectique. La connectique qui est donc totalement intégrée au boîtier externe. On a donc dépouillé la dalle, qui reste qu'une dalle, comme ça, dans le vide, elle est contente. Et le boîtier externe est relié au téléviseur par un cordon ombilical qui lui envoie l'électricité, qui lui envoie tout. Et là, c'est le cerveau. C'est comme si c'est comme si on avait enlevé le cerveau de la boîte crânienne. Oh, il est là, le cerveau. Alors, la connectique 4, port HDMI 2.1, carrément, plein pot, 48 Go, compatible d'après Samsung, 165 Hz. 2 ports USB pour pouvoir mettre ce que l'on veut, ainsi qu'un port optique, dont un port HDMI ARC e-ARC. Il y a tout ce qu'il faut chez Samsung, comme chez LG. Les deux marques coréennes ont toutes 4 ports HDMI 2.1, car elles fabriquent elles-mêmes leur propre processeur, tout simplement. La rubrique en vrac, des trucs à apprendre un peu sur le produit. Wi-Fi 6. Bluetooth avec un protocole en 5.3. La mise en veille pour la protection de la dalle, c'est très rapide, hein, 2 minutes. Il y a un mode sympa qui permet, quand le téléviseur est en veille, de vous reconnaître. Vous vous pointez ici, il dit oh bah tiens ça y est, il affiche des widgets à l'écran. Et quand vous repartez, il se rééteint aussi. C'est mignon hein, de faire ça. Alors il y a un truc que j'aime bien, qui s'appelle le mode QMS. Alors c'est quoi le QMS? C'est le Quick Media Switching. Il y a peu de téléviseurs qui ont ça et celui-ci est en effet compatible QMS comme les téléviseurs LG. Le QMS, c'est tout simple et c'est pas compatible avec tout. C'est compatible notamment avec l'Apple TV 4K. Quand on passe d'une source à l'autre très rapidement, il n'y a pas de décrochage. Hop, c'est immédiat. Il n'y a pas de noir ou de déchirement ou un truc comme ça. C'est extrêmement rapide. Il n'y a rien qui décroche. Donc uniquement à ma connaissance avec l'Apple TV 4K, je ne sais pas s'il y a d'autres produits compatibles QMS, mais le produit l'est. Et si on parlait de la télécommande toute petite, minuscule comme ça, qui permet d'accéder à toutes les fonctions, alors télécommande qui n'est pas rétroéclairée, wow 3000 €. Je dis ça, je dis rien, vous me connaissez, hein, pas rétroéclairée. Par contre, elle est solaire, donc on peut recharger la télécommande avec la lumière ou le soleil. Elle a également une batterie intégrée. Aucun rétroéclairage. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, dans le noir, en plus elle est noire. Elle est noire, mes mères. Encore, je vais vous le faire, attendez. Encore, je dis pas. L'Apple TV, au moins celle-là à peu près, voilà, avec un briquet, on peut la retrouver, celle-là, rêvez quoi. Maintenant, on va passer un moment important de la vidéo. Une vidéo qui est longue, hein, c'est pas tous les jours que je teste un produit pareil. Ça, c'est un test presque annuel d'une énormité technique. On va passer maintenant aux résultats sur le terrain. Les miens, pour commencer. Le mec qui commence par lui, l'horreur. Les miens,
Ça fait une semaine et que j'ai les yeux qui saignent, donc je vais m'asseoir devant le téléviseur avec vous. On va en parler. On va faire la partie image et la partie audio, qui sera brève, hein, vu là. Bon, bref, allez, c'est parti. Partez avec moi. Juste après, il y a Sylvain. Enfin, des gens sérieux. Hop, me voici, me voilà. On va parler ensemble de la qualité des images de ce produit. Je connais bien le précédent puisque j'ai passé beaucoup de temps avec le modèle S95D qui est un pas dans ma carrière. Je n'avais jamais testé un produit pareil et je me suis dit, ok, on est entre nous. Ils avaient fait déjà des prouesses sur le S95D au niveau de la luminosité, de la colorimétrie, de l'angle de vision, de l'anti-reflet. Ils avaient déjà pété les scores. Et je me suis vraiment dit, mais vraiment de vous à moi, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire sur un tel produit pour dire pendant le CES Las Vegas, hey PPG, on a fait vachement mieux. Je dis, ok les gars, mais jusqu'où vous voulez aller? Et on va voir un début de réponse quand même. D'abord, on va parler ensemble d'un truc important parce que vous avez été très très nombreux à me parler de l'aspect mat de la dalle. Si je regarde un peu les commentaires, il y en a presque 1000 commentaires sur le test du S95D. La plupart des commentaires, c'est ouais, mais la dalle est mate, l'impression d'avoir une image qui est grise, une image qui n'est pas contrastée, qui n'a pas de noir, alors qu'on attend justement d'un téléviseur OLED qu'il fasse du noir mieux que ne le fait un LCD, parce que lui, il a la possibilité technique de faire du noir en éteignant tout. Et moi, j'ai une réponse à ça. J'ai une réponse parce que le fait est qu'en passant du temps avec ce type de produit comme avec le précédent, le produit fonctionne à deux vitesses. À deux vitesses. Soit c'est le noir complet dans la pièce. Et dans ce cas-là, vous avez exactement ce qu'il faut attendre d'un téléviseur OLED, c'est-à-dire un noir profond. Regardez, les images passent en même temps. Un noir, c'est de l'encre, voilà, de l'encre d'une sèche. Hein. C'est vraiment un noir profond. Soit vous lui balancez de la lumière dans la, j'allais dire dans la gueule, ouais, de la lumière dans la gueule, et vous allez continuer à avoir un noir, mais qui sera un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en effet, le côté mat de la dalle, là je balance mes 3 parapluies de lumière. Là en effet, quand on regarde la dalle, on s'aperçoit que, étant donné qu'il n'y a pas de réflexion, l'image, c'est pas qu'elle n'est pas contrastée, c'est qu'on n'est pas habitué. Avec la plupart des téléviseurs, voire 99% des téléviseurs, quand on balance de la lumière, il y a une réflexion. Ça fait qu'en effet, le noir derrière a beau être noir-noir, mais il est brouillé par la réflexion, tandis que là, on a une sorte de réflexion neutre. L'image peut donner peut-être l'impression d'être moins contrastée, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas les reflets. C'est-à-dire que quelquefois, on s'est beaucoup habitué aux reflets sur un écran et on a l'impression que le reflet fait partie de l'image. Tandis que là, quand on enlève le reflet, on a l'image brute, elle est crue. Donc ça peut surprendre. Je pense qu'il y a le mot surprise à l'intérieur. Mais quand on vit avec le produit, et ça fait déjà 10 jours que je suis avec, quand on vit avec le produit, la nuit, aucun problème, ratio de contraste, waouh, c'est ouf. Et quand on met l'image en plein jour, parce qu'ici en effet, je peux faire du plein jour baie vitrée, eh bien en effet, on a une image qui est neutre, crue et qui n'a pas le reflet. Donc, c'est une perception qui est différente. Mais le produit fait du noir. Il a un ratio de contraste, il fait du noir, mais la perception qu'on en a est inhabituelle. Comme avec The Frame, c'est la même chose. The Frame, c'est la même chose. Donc, le ratio de contraste est bon. Vous voyez les images à l'écran la nuit. Quand vous mettrez de la lumière dans la pièce, ben, vous n'aurez pas vraiment ça, puisqu'on ne peut pas la voir, même avec un écran réfléchissant. Donc, voilà, il faut s'enlever peut-être de la tête cette peur d'avoir une image qui donne l'impression d'être matifiée. Et là, il y a un truc différent également, c'est que je trouve... Qu'est-ce qui se passe derrière? Il n'y a plus rien. Ah, ça y est. Je trouve que l'anti-reflet est encore meilleur que le précédent. C'est-à-dire que les mecs, ils ont trouvé le moyen de faire un truc encore meilleur. C'est du délire. Déjà, celui de l'année dernière était « Oh, mais que se passe-t-il? À moi les murs, la terre m'abandonne. » Et là, j'ai trouvé que c'était encore plus peaufiné. Regardez, là, je lui fais un truc encore. Normalement, quand vous balancez une lumière aussi violente que celle-là, ce qui se passe, c'est que l'anti-reflet va diffracter la lumière. Vous allez voir du rouge, vert, bleu, presque il va partir de tous les côtés. Lui, il s'en fout, il est mat, donc il ne va pas diffracter la lumière de tous les côtés. Il va se contenter d'avoir un reflet qui est minime par rapport à ce que je lui envoie. Donc, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. La façon dont il s'y prend, c'est étonnant. Il s'en fout complètement, c'est scandaleusement honteux. Ce téléviseur est insolent. Bref, l'anti-reflet, moi je suis fan parce que c'est quelque chose qui va aider les gens qui ont des baies vitrées, des gens qui ont de la lumière incidente, des choses comme ça, et ça va vraiment les aider. La nuit, vous aurez une image OLED normale, c'est ça qu'il faut vous dire, et en plein jour, ça sera matifié, donc neutre, sans le reflet intégré à ce que vous regardez. Et c'est ça qui peut choquer. Le produit qui est derrière, compte tenu du fait que c'est un OLED, ça doit être un QD OLED, c'est un OLED,
À ma connaissance, par rapport à mes petits yeux, je pense que c'est le modèle OLED QD-OLED le plus lumineux que j'ai jamais testé. Là, je l'ai baissé, hein, à fond, parce que je rappelle toujours dans ces vidéos, et c'est important que vous le sachiez, personne ne vous oblige à mettre ça à fond. Et je vous conseille pas d'ailleurs. Vous avez vu le début de la vidéo, quand je commençais à les yeux qui saignent, et ben c'est ça. Si vous foutez tout à fond, vous allez comprendre votre douleur. Là, on a atteint, à mon avis, Sylvain va confirmer, on a atteint des proportions au niveau de la luminosité qui sont hallucinantes. Le produit crache plus que celui de l'année dernière. J'ai jamais vu un truc pareil. Jamais j'ai vu ça. C'est impressionnant, c'est pulsé et c'est très naturel. C'est-à-dire que l'image, elle vous arrive comme ça. Il n'y a pas de temps de chauffe et il y a une uniformité qui est absolument dingue. C'est de l'OLED. Donc c'est super uniforme. Vous n'avez pas de banding, de machin. Regardez derrière moi. Enfin, je ne sais pas ce que vous verrez, c'est un smartphone. Avec l'émir, ça n'a pas fait un pli. C'est extrêmement uniforme. C'est du délire. Il n'y a pas de rétroéclairage. Donc fatalement, on a un blanc qui est pur. Il est balancé, pur. Ça ne crame pas. C'est maîtrisé. C'est assez dingue. Alors bien sûr, l'année dernière, c'était maîtrisé assez dingue. Là, c'est maîtrisé assez dingue avec peut-être, je ne sais pas, Sylvain nous dira, 10, 20, 30 ou 40% de luminosité en plus, tout en gardant un système qui est identique techniquement, mais ils ont modifié, en fin de compte, la couche de bleu, ils ont modifié tout ça pour que ça pulse plus. C'est très impressionnant, super impressionnant. Vous savez, c'est du QD-OLED. Et je dis ça depuis le début parce que le QD-OLED a ceci de particulier que la colorimétrie est dingue. Elle est dingue. Parce que vous avez ce côté quantum dots, donc les filtres quantiques mélangés avec de l'OLED. Ça donne un effet incroyable. La colorimétrie est dingue. C'est vibrant. Aucun téléviseur OLED à ce jour ne peut faire ce que fait le QD-OLED. Aucun. On n'a pas encore testé le LG G5 qui est tandem RVB, qui, si ça se trouve, dépasse celui-là. On ne sait pas encore. Mais là, à ce jour, je pense que le QD-OLED est inattaquable. Côté colorimétrie, il dépasse même ce que peut faire un Bravia 9 ou le LCD. Voilà, c'est le mélange OLED et Quantum Dot qui donne ce résultat-là. Entre les couleurs, la luminosité et la tenue du traitement vidéo, parce qu'attention, derrière, on a une bête de compétition avec ce traitement vidéo. Au début, il y a quelques années, quand je commençais à tester des Samsung, je me disais, bon ok, pour moi c'est Panasonic, Sony. Panasonic, Sony, pour moi c'est les meilleurs traitements vidéo. Je ne dis pas qu'on atteint le traitement vidéo d'un Sony, parce que quand même, Sony met la barre très haut avec le XR, mais là, on a quand même quelque chose qui est extrêmement impressionnant. Ce mélange de douceur d'image, de piqué en même temps, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire un truc qui est doux, qui est piqué, qui est profond. C'est assez dingue, je dis ça avec des bonnes sources. Même les sources qui sont moyennes, elles sont largement améliorées par le système et on sent que l'IA peut travailler derrière. Ça c'est clair, dans l'upscale et autres, on sait que ça fonctionne. J'ai réussi à obtenir des images qui m'ont quand même sidéré par leur qualité, par leur fluidité, par l'absence de bruit. C'est pas pour autant nettoyer façon oh là là, je te nettoie ça n'importe comment. Comme je l'avais dit l'année dernière avec le S95D, on a une notion d'image suave, profonde et définie en même temps, avec en plus des couleurs qui vous arrivent comme ça, et l'autre derrière qui peut balancer une luminosité d'enfer. Donc on a un résultat qui est explosif. Ce produit est explosif. Donc je pense, et là je le dis, alors qu'on n'a pas encore testé le LG G5 ni le Panasonic, actuellement, je pense que celui-ci, on est sur quelque chose d'extrêmement haut de gamme. On a une image qui est bluffante. Je ne peux pas vous dire autre chose. À chaque fois que je fais des tests, vous êtes là en train de me dire oui, alors c'est à chaque fois bluffant. Mais oui, mais tous les ans, les mecs, ils montent, ils grimpent. Moi, je suis certain que ce qui sera peut-être le Bravia 10 ou j'en sais rien du tout sera meilleur que le Bravia 9, que le Panasonic sera encore meilleur que l'année dernière, que le LG G5 risque de casser la baraque aussi et que Samsung continue à grimper. Nous voilà bien. Les produits grimpent réellement. Comme je l'avais dit déjà sur cette chaîne, il n'y a pas encore de plafond de verre concernant les téléviseurs QD-OLED, OLED et mini LED. Ça monte tous les ans et ça monte dur. Là, lui, il grimpe de l'autre côté. Il grimpe au niveau de la qualité du traitement vidéo. Pour moi, c'est meilleur. Il grimpe non pas sur les colorimétries qui est la même que l'année dernière, mais il grimpe sur la luminosité. Cette sensation d'image qui est pulsée. Mais elle est pulsée naturellement. Ça ne crame pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas les images qui sont brûlées. Il n'y a rien de tout ça. Sur le modèle que j'ai ici en prêt, je n'ai pas vu de bending, donc voilà. Je n'ai pas vu de solarisation, donc d'image avec des dégradés de couleurs. J'ai rien vu de tout ça. J'ai un angle de vision qui est extrêmement large, because QD-OLED, donc en effet l'angle de vision est vachement bon. Je me mets ici, je ne sais pas où je suis là, je me mets ici, je n'ai pas une notion d'image qui serait presque négatif-positif. Je regarde l'angle de vision, le mec il tente tout. Hein. L'angle de vision c'est nickel, je vois les couleurs nickel du pont et tout, enfin du pont San Francisco, c'est nickel. Sur l'angle complet, quel que soit l'endroit où on se trouve, voilà. Je suis là, c'est nickel, les points sont fins. Ça c'est une image 4K.
qui est balancé par l'Apple TV. Et mais c'est fabuleux. On est en mars 2025 et le produit va sortir fin avril. D'ores et déjà, ce produit est sans conteste le meilleur téléviseur de l'année. Pour le moment. Voilà, pour le moment. On n'a pas encore fait le LG G5, qui à mon avis va venir... mais le but, hein, c'est ça, hein. LG G5, Samsung S95. Moi, je m'attends à un choc des titans absolument dingue entre le G5 et celui-ci, parce que c'est le but de la manœuvre. C'est de la magie, c'est du vaudou. Il faut appeler un prêtre exorciste pour ce produit, parce que ce qu'il sait faire avec des éclairages en pleine face, c'est juste du délire. Donc, j'ai envie de dire du mal maintenant. Est-ce qu'on peut dire du mal? Ouais, on va dire du mal, tout n'est pas parfait. On parlait du son. Alors le son, non, c'est pas possible. Écoutez un peu ce que fait le produit, je vous envoie ça. Vous avez entendu? Comme on dit chez moi, ça tape dans la gamelle. C'est-à-dire que il n'y a pas de grave. Les mecs j'aime bien un peu, ça tabasse un peu. Faut qu'il y ait du grave sur les démos Dolby, c'est des trucs avec des coups de tonnerre et tout. Bah là, le tonnerre, il est un peu anémique. Donc globalement, le produit fait quelques effets. Ça, c'est vrai. Il y a quelques effets qui se baladent. Il faut être plutôt, voilà, plutôt en haut, presque debout dans la pièce pour voir que ça se balade bien. Il n'y a pas beaucoup de grave. Les voix sont assez claires, hein. Les dialogues sont bien retranscrits. On sent qu'ils ont essayé. Mais avec 8 mm d'épaisseur, qu'est-ce que tu veux sortir de ça? Donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Il y a assez de volume pour entendre correctement. Là, la pièce, elle fait 30 mètres carrés. 30 mètres carrés, j'entendais bien les dialogues. Il y a assez de volume. Bon, ça manque de patates, hein. Ça manque de patates, ça manque de grave, ça manque de montée de dynamique. Bon, vous aurez ce que j'appelle, moi, un bon son d'appoint en Dolby Atmos. Quelques effets et tout. Je vous conseille, si vous le souhaitez, évidemment, de rajouter une barre de son avec la bestiole, sachant qu'en plus vous n'avez que 6,5 cm ici, pour l'aider un petit peu dans le grave notamment. Maintenant, on va faire un truc qui est très important. Après m'avoir entendu, et ben on va entendre Sylvain qui, lui, a les mesures. Il a passé également une semaine avec le produit et il a beaucoup de choses à dire et peut-être des trucs surprenants. Sylvain? Oui, Pépé. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, je pense que les gens qui nous regardent savent que là, il y a un enjeu quand même. On peut faire ce type de vidéo que 2-3 fois par an avec un tel produit. Oh bah oui, c'est un produit qui est extrêmement attendu. On est suspendu à tes lèvres mais moi, j'ai pas vu en plus, j'ai pas vu, je veux pas voir. Surtout pas, il ne faut pas regarder avant. Est-ce que ça pète les scores? Est-ce qu'ils ont atomisé l'univers? Ou est-ce qu'ils sont contentés de dire je te fous 5% de trucs en plus et c'était gentil, Pépé, bonne année? Non, pas complètement. Alors, voici les mesures du Samsung S95F, s'il vous plaît, d'une diagonale de 65 pouces. Sachant que, attention, ces valeurs ne sont valables que pour le modèle 55, 65 et 77 pouces. Parce que, comme tu l'as expliqué, le 83 pouces n'a pas exactement la même dalle.
A priori, c'est les plus vendus. A priori, oui, ou une question de coût après, ça dépend, voilà. Le petit geste forcément qui va bien. Dès qu'on parle de l'OLED, dès qu'on n'est pas 65 pouces, on est là au secours. Bon, allez. Allez, on y va. Donc le téléviseur propose un pic de luminosité de 2260 candela par mètre carré en mode filmmaker. No! Ça n'a jamais été fait. Non, jamais été fait. OLED, là, on est à plus 35% par rapport à la génération précédente. Le S95D. On n'a jamais mesuré ça sur n'importe quel téléviseur OLED depuis la création. Sur un OLED, non. Jusqu'à présent, le record, en fait, il était sur le S95D, celui de la génération précédente, à 1671 candela par mètre carré. C'est bien ce qu'on a vu dans la vidéo. Le bond en avant, il est gigantesque. 35%. Alors, toujours... Comparativement, record en LCD quand même, juste histoire d'eux, on avait mesuré le Sony Bravia 9 à 2698 candela par mètre carré. Et le Hisense 65U8NQ a été mesuré à 2720 candela par mètre carré. Donc en fait là, il n'y a plus de comparaison. Ce modèle est beaucoup plus lumineux que la plupart des LCD du marché. Complètement. Ouais. Là, ce que j'ai sorti, c'est vraiment les deux top, le Bravia 9 et le Hisense 65U8NQ. On est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le monde d'il y a 2 ans. Exactement. Alors, on enchaîne avec les autres mesures quand même, histoire de. Le mode filmmaker, celui qui permet d'obtenir le meilleur rendu type cinéma pour les films et les séries. J'ai pu mesurer un delta E, donc pour la fidélité des couleurs, un delta E moyen de 2,29. Donc c'est très bien, c'est en dessous de 3. Ça peut être légèrement optimisé, mais c'est pas mal du tout. Ça correspond à une excellente fidélité des couleurs sans toucher aucun calibrage, juste en mettant le mode filmmaker. Sorti du carton. Exactement. Concernant la température des couleurs maintenant, on est à 6068 Kelvin. Alors, c'est pas optimal parce que la valeur idéale est à 6500 Kelvin. Mais par contre, on peut constater sur le graphique qu'il y a très peu de dérives des 3 couleurs primaires. Donc, c'est quand même pas mal. C'est dévié mais régulier. Dévié mais régulier. Le gamma moyen maintenant a été mesuré à 2,41. Donc, très proche de la valeur attendue qui est idéale de 2,4. Avec une ligne de référence qui est vraiment très bien tenu sur les valeurs qui sont inférieures à 60% sur l'échelle de gris. Après, il y a quelques petites cassures, mais encore une fois, rien de fabuleux. Le contraste maintenant, il est considéré comme étant infini. Un bon QD OLED, c'est pas parce que la dalle donne un aspect mat qu'il n'y a pas le contraste, tout est là. Ça ne change rien à ça. Exactement. Maintenant, on passe aux mesures en mode HDR, toujours en mode filmmaker. J'ai pu mesurer un delta E, concernant la fidélité des couleurs, un delta E moyen de 1,4. Parfait. C'est excellent, c'est nettement inférieur à 3. C'est impeccable, l'œil humain n'arrivera pas à faire la différence entre les couleurs affichées et les couleurs demandées. Le pic de luminosité, toujours en mode filmmaker, je le rappelle, 2260 candela par mètre carré. Et c'est de l'OLED, hein, messieurs, dames. Hein. QD OLED, mais c'est de l'OLED. Tout à fait. Ça, c'était sur des mesures avec 10%, une lumière qui occupe 10% de la surface de l'écran. En plein écran, la valeur également a bien progressé puisqu'on est à 438 candela par mètre carré. Et juste pour référence, le LG G4, celui de l'année dernière, était à 257 candela par mètre carré. Et justement, le D l'année dernière, on était où avec cette valeur? On était à 317 candela par mètre carré. Et là, contre 438 cette année. Donc c'est mieux sur la totalité de la surface de l'écran. Maintenant, on passe en mode cinéma, qui est pas mal non plus. Fidélité des couleurs, delta E moyen qui est à 1,83, donc encore une fois inférieur à 3. Très bonne fidélité des couleurs. Le pic de luminosité maintenant pour ce mode cinéma est à 2254 candela par mètre carré. Donc c'est aussi très performant et beaucoup mieux que l'année dernière. On passe maintenant à la couverture des espaces colorimétriques. Le Rec 709 est couvert à 99,90%. Le DCI-P3 est couvert à 99,98%. C'est du délire. Je fais ça parce que on travaille dans cette profession, Sylvain, depuis longtemps et vous nous connaissez. Et là, quand j'entends des chiffres pareils, je me dis, on n'est plus en grand public, on est sur des trucs qui sont délirants. On est quasiment des moniteurs, effectivement, professionnels, ouais. On est presque en pro, quoi. Le BT 2020, le plus exigeant, on est à 88,5% également, donc c'est excellentissime. C'est parfait. Quand tu penses que Sony, avec justement son RVB LED, annonce un BT 2020 à 90%, en disant voilà, on pète les scores, on s'aperçoit que le QD OLED... En LCD, pour le coup, Sony. En LCD. Ouais. Et le QD OLED, il est derrière. Là, il tabasse de tous les côtés. Aucun problème. Il tabasse. On passe maintenant à la partie gaming. Tu as parlé notamment des 4 entrées HDMI 2.1, plein pot. Également de la fréquence de rafraîchissement à 165 Hz, donc a priori un excellent allié pour les jeux vidéo.
J'ai pu mesurer un temps de retard à l'affichage ou input lag de 9,5 millisecondes. Donc c'est excellent, ça correspond à moins d'une image de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la télécommande et où l'action se déroule à l'écran. C'est un des meilleurs, celui-ci. C'est un des aussi. meilleurs, effectivement. Alors le record, ça reste à l'heure actuelle, le Panasonic Z95A, on l'avait mesuré à 8,9 millisecondes. Mais alors là, pour voir la différence, je vous mets au défi. Ah bah oui. Et à ce moment-là, vous me rappelez, vous mettez un petit commentaire. Y a Oh pas bah de ils souci. vont le faire, les S'il vous loulous. plaît. Ils vont le faire, je les connais. Alors maintenant, on passe à la fidélité des couleurs et au pic lumineux des modes jeu. Il y a plusieurs modes jeu en fonction du type de jeu auquel on veut jouer. Le mode standard, on est sur une fidélité des couleurs à 8,3 sur le delta E moyen. Donc on est sur des couleurs très saturées. Il y a des gens qui aiment bien. Voilà, ça pète de partout. Voilà, on en prend plein la vue. D'ailleurs, on en prend tellement plein la vue que le pic de luminosité, il a été mesuré à 2346 candela par mètre carré. S'il vous plaît. Soyons fous, il y a des couleurs et ça pousse de partout. On y va. Comme vous voulez. Hein. Exactement. Maintenant, si on passe sur le mode original, par contre, on a un delta E moyen de 1,61. Donc c'est excellentissime en termes de fidélité des couleurs. Et un pic de luminosité de 2300 candela par mètre carré quand même. C'est ce mode-là qu'il vous faut. Tout dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs. Il y en a qui aiment bien que ça tabasse. Hein. Exactement. Ça dépend du type de jeu auquel Aussi, on va ouais. jouer aussi. Voilà. Vraiment des couleurs qu'on veut obtenir. Et on termine par la consommation de ce petit téléviseur 65 pouces. Nous avons testé, Sylvain et moi, le modèle 65 pouces. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Et toujours sur le même protocole. Donc 4 heures de vidéo avec le son. L'image en mode filmmaker. Pour ce téléviseur, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 67 Wh, donc ce qui est excellentissime, très bien. Et en consommation HDR, j'ai pu mesurer une consommation de 75 Wh, donc c'est très bien également. Et en Dolby Vision? Et en Dolby Vision, je me demande bien si c'est pas une colle par hasard. Le troll extrême. Qu'est-ce que tu peux en dire, Sylvain? On n'avait jamais mesuré ça. On n'avait jamais mesuré ça. Non, effectivement, moi j'ai passé des séquences, tu as pu le faire aussi, voilà, sur des mires Star Wars et autres, notamment certains films où c'est brillant. Pour moi, c'est brillant et brillantissime, franchement. Ouais. Alors le truc qu'il faut quand même dire, c'est parce que nous, on était à Las Vegas. Et Samsung est venu en disant ouais, alors on a pété les scores, c'est notre chouchou et tout, on a tout poussé. Et beaucoup de confrères et peut-être toi on dit ouais, mais c'est bon, l'année dernière il était quand même excellent, qu'est-ce que vous avez poussé encore? Vous inquiétez pas, on a poussé. Eh bien, sans donner de chiffres, mais pour le coup là les chiffres sortent et ouais, ils ont poussé. S'ils avaient dit 20%, on était à 35% de plus en luminosité. On a certaines valeurs qui sont vachement bien. On est sur quelque chose qu'on peut mettre avec une baie vitrée sans aucun problème, en plus avec la tronche de la dalle, quoi. Ouais, complètement, avec leur système anti-reflet qui est vraiment excellentissime. C'est vraiment nickel. Sincèrement, peut-être on fera un truc cette année tous les deux, et avec Frandroid, sans doute déjà un des meilleurs téléviseurs de l'année. Ouais, pour moi, voilà, à l'heure actuelle, bon après il y a les autres qui arrivent aussi, hein, arrive. très rapidement. G5, Panasonic, voilà. Et Sony aussi. Sony. Hein. Certainement, voilà, ouais. qui vont nous faire aussi, j'espère, des belles surprises cette année. On va voir, mais pour l'instant, oui, c'est clairement le téléviseur de l'année. Voilà, à cette heure-là, tout de suite, maintenant. Merci Sylvain. Merci Pépé. Allez, ciao. Ciao Salut. tout le monde. Et maintenant, messieurs, dames, voici la très célèbre et redoutée séquence des plus et des moins. Vous savez... Luminosité record pour de l'OLED, du QD-OLED. On n'a jamais vu ça. À date, donc fin du tournage de cette vidéo, le 22 mars. Donc au 22 mars 2025, on n'avait jamais vu ça. On n'a pas encore testé le LG G5. Anti-reflet absolument hallucinant, encore meilleur que sur le S95D. Colorimétrie impeccable, c'est ultra convaincant. Très belle couleur, c'est... Le boîtier externe, le concept reste fabuleux. Pouvoir comme ça mettre plus loin la connectique, mettre ça dans un meuble à côté avec le cordon ombilical et tout, c'est vraiment génial. La dalle super fine, 8 ou 9 mm à peu près, puisque l'électronique est ici. Excellent résultat en HDR, vraiment très bon. 4 ports HDMI 2.1, officiellement compatible 165 Hz en 48 gigabits par seconde. Super rapide en gaming, Sylvain vous l'a dit tout à l'heure, en gaming, ça va à toute vitesse, moins de 10 millisecondes de retard. Waouh! Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des modes IA qui sont quand même vachement bien fichus.
vachement bien fichu sur la façon dont l'image est traitée, le son est traité et toutes les fonctions autour de l'IA. Vous avez vu à Las Vegas justement les démos faites autour de l'IA. Là, le modèle que nous avons 1 mois et demi avant sa sortie n'est pas encore totalement finalisé sur tout ce qu'on peut faire autour de l'IA. C'est pour ça que dans les bonus tout à l'heure, vous verrez à nouveau ce que permet le téléviseur. Ça a été montré à Las Vegas. Donc au moment de la sortie du téléviseur, donc à la fin du mois d'avril, tout sera dessus. La télécommande solaire, petite, sympa et en même temps USB. Compatibilité QMS, Quick Media Switching, il n'y a pas de décrochage image avec notamment l'Apple TV 4K. Quand on passe d'une source à l'autre, c'est très fluide. Les tarifs, c'est déprimant. Vous lancez des produits en 55 pouces qui approchent normalement, on ne sait pas encore, aux environs 3000 €. Bien sûr, ce qu'on paye dans le tarif, je vous le rappelle, c'est le boîtier externe. Tout le monde en veut des boîtiers externes, mais ça coûte une fortune parce qu'on construit différemment le téléviseur, du coup, puisqu'on lui extrait son électronique. Tout est différent dans le concept et ça coûte cher. Pas de télécommande rétroéclairée. C'est une blague cosmique ou c'est moi? Le modèle 83 pouces n'est pas QD OLED. Même si on annonce que le boîtier est compatible 165 Hz, il faut savoir que la dalle en elle-même, à ma connaissance, est 120 Hz. Le reste est une pirouette électronique. La hauteur est figée à 6 cm, à peu près 6,5 cm de hauteur, on ne peut pas bouger ça. Le pied n'est pas rotatif, oh là là, il ne manquait plus que ça. Il n'y a pas d'audio DTS, il n'y a pas de Dolby Vision. Il n'y a pas de mode IMAX. Toutes les fonctions liées à l'IA qu'on a pu voir à Las Vegas sont un peu compliquées à mettre en route. C'est-à-dire que les gens ne sont pas encore habitués à voir des sous-titrages par une IA ou des trucs comme ça. Donc, il y a encore une sorte de mise en route de tout ça qui n'est pas encore évidente. Il y aura Pilote dessus, mais qui n'est pas là, qui arrivera à la fin de l'année. La section audio, c'est un bel effort. On sent qu'il y a quelques petits effets Dolby Atmos, mais ça manque de grave, ça manque de patate, ça manque un petit peu de dynamique. C'est-à-dire quand même avec une dalle qui fait 8 mm, mettre des haut-parleurs là-dedans, c'est un peu compliqué. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ça mériterait un peu de soutien, tout de même, pour surtout cette diagonale. Et si on a 77 pouces, vraiment, il faut lui balancer une barre de son. Balancez-lui une barre de son, ça va faire monter le tarif. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Certes, le boîtier est super sympa, mais il a encore un fil. Il faudra peut-être penser aussi, avec un QD OLED, à lui balancer un boîtier sans fil, surtout vu le tarif. Voilà, c'est terminé. Je savais en commençant la vidéo et en passant 10 jours avec le produit que ça allait être long. Je me suis dit c'est une vidéo qui va faire 45, 50 minutes, peut-être même 1 heure. Il faut savoir que le test du S95D, donc le premier a fait 1h10. C'est difficile de résumer un tel produit. Ce sont des produits d'exception. C'est des produits comme il en sort peut-être 2 ou 3 par an. Donc on ne peut pas résumer une telle vidéo en disant tiens en 10 minutes je vais t'expliquer pourquoi l'image est comme ça, l'anti-reflet et autres. Ça a été compliqué pour moi d'essayer de faire ça. Sylvain a apporté beaucoup de choses à cette vidéo comme toujours avec ses mesures qui va être d'asseoir le jugement que j'ai pu en avoir. C'est un produit exceptionnel. C'est exceptionnel. Il dépasse le S95D, notamment sur la luminosité, notamment sur l'angle de vision, notamment sur l'anti-reflet qui est encore meilleur. C'est vraiment une prouesse technologique. C'est un produit qui est une vitrine. C'est un truc qu'on agite comme ça en disant on est capable de le faire. Et c'est une Formule 1. Côté QD OLED, il y a Sony qui devrait annoncer ses gammes dans peu de temps. Je ne sais pas s'il y a un modèle QD OLED chez eux. On verra bien. Dans tous les cas, le QD OLED n'a jamais été aussi en forme et l'OLED aussi, puisque je pense que dans peu de temps, avec le test du LG G5, on va commencer à comprendre notre douleur. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose qui n'est plus dans la norme. On dépasse tout ce qui était possible avec l'OLED, le QD OLED et même le mini LED. Et je pense que l'année 2025 va être mémorable côté justement téléviseur. Moi, je suis content parce que ça me donne des histoires à vous raconter sur les technologies. Ces produits progressent tout le temps. C'est super génial pour un mec comme moi. Mais pour vous, quelquefois, mais oui, mais ça s'arrête quand? On achète un produit en 2024, on s'aperçoit qu'en 2025, le produit a encore grimpé de tous les côtés. Ça, c'est la loi du marché. Le but des fabricants, c'est que tous les ans, ils essayent de monter le truc, monter le truc. Et vous pouvez pas arrêter ça. On peut pas arrêter ce truc. Là, on s'aperçoit, comme je le disais, que le plafond de verre, pour le moment, n'existe pas. Ça monte, ça grimpe de partout. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à tester ce modèle pendant 10 jours. Je vais le voir repartir avec beaucoup de regrets, mais moi, ce que je préfère, c'est la projection. Comme je l'avais dit dans le live de mercredi soir, les marques se sont pourtant pas parlé, mais vont balancer presque en même temps, je pense, les gammes 2025-2026. Donc, vous allez voir sur la chaîne tout plein de vidéos qui vont annoncer les gammes à venir. Donc, je vais essayer d'avoir les prix en même temps, les dates de lancement, toutes marques confondues. Ça va être le rush pendant 3 semaines. Vous allez plus savoir où donner de la tête avec toutes les vidéos qui vont tomber sur la chaîne. Je vais essayer de faire au mieux. Pour qu'elle soit chapitrée le plus clair possible. Il y aura également 2 tests encore qui se pointent assez rapidement. Et après, je pars en reportage, voilà, en reportage pour d'autres choses. J'ai vu plein de trucs. Je suis très heureux. Merci encore une fois
d'être sur cette chaîne YouTube. Merci également pour les audiences des TikTok, l'audience des Insta. Il y a beaucoup de trucs qui se passent en dehors de la chaîne. Tout est complémentaire, tout est lié. C'est un écosystème et merci d'être là. C'est un régal, régal. Je vous laisse avec cette belle image, pas du tout lumineuse. Je rigole pas, elle est au minimum parce que sinon le capteur des smartphones, ils font oh là là, c'est tout cramé. De toute beauté. Voilà, c'était bien. Ciao, à bientôt sur cette chaîne YouTube, PP World. C'est dans les bonus et c'est parfaitement volontaire. Nous avons eu ce produit qui est ici 1 mois et demi avant son lancement. C'est-à-dire que le produit est finalisé, parfaitement finalisé, mais la partie IA, il y a encore des trucs à faire dessus. Sylvain est parvenu à faire des trucs sur le sous-titrage et autres, regardez ce qui est affiché. Moi, je vais vous rajouter ce que j'ai vu à Las Vegas, que vous avez justement dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est ce qu'il va y avoir sur ce téléviseur quand il sera lancé, donc le 3 mai. Précommande le 28 avril, lancement a priori le 3 ou le 4 mai. On est vraiment super en avance. Le produit est définitif. Mais cette partie IA va encore être ajustée par Samsung pour que tout soit prêt pour le lancement du 3 mai. Donc regardez un petit peu ce qu'on pourra avoir. Comment est-ce que l'IA va permettre aujourd'hui de travailler sur le contenu, d'avoir des recherches dans le partie contenu. Donc c'est ce qu'on appelle le text-to-speech, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pouvoir, en regardant par exemple une émission, cliquer soit sur son téléphone, soit télécommande sur une touche IA ou AI, et avoir automatiquement des éléments qui vont s'afficher sur qui est à l'écran, c'est qui l'actrice, c'est quoi le film. N'importe quel contenu qui est diffusé, l'IA va chercher des informations et les afficher ici. Enfin, Nicole Kidman et nanana. Et la partie télé, c'est principalement pour la partie sous-titrage, puisqu'on a énormément de gens qui ont, voilà, pour regarder soit des émissions ou des films dans des langues étrangères, soit même parce que pour lire facilement, pour une meilleure compréhension, voire même aussi par l'accessibilité, et bien aujourd'hui le télé va de lui-même pouvoir traduire, en tout cas retranscrire dans la langue qu'on souhaite un texte qui va être dans une autre langue. Là par exemple, je vais passer en français, hop, tac, alors espérons que ça va, hop, je vais sélectionner le français. Voilà, donc là on est en train de regarder un film dans une autre langue, il va automatiquement mettre le texte et traduire le commentaire en français dans le texte.